Installez-vous à côté de ce jeune garçon. Alors, je vous présente un personnage que je qualifierais d'extrêmement sympathique, mais pour autant assez inhabituel. Il est à la fois français et allemand, ou allemand et français. Et belge. Et belge, voilà. Il a été... dites rapidement votre... Bon, j'ai eu un cursus très inhabituel, c'est-à-dire que j'ai été assistant en droit des universités, je suis docteur en droit, j'ai été conseiller extérieur d'un ministre de Giscard d'Estaing, non officiel, j'ai été président d'un organisme de gestion de foyers de travailleurs migrants, secrétaire général d'union patronale, et puis maintenant je suis chef d'entreprise. Voilà. Avec ça. Oui. Et... Alors, ça me donne une expérience très diversifiée, ce qui me permet de parler de mon sujet. Voilà. Alors, vous avez commis un ouvrage en 2 tomes. Absolument. Le premier, qui a combien de pages, le premier? Dans les 550 et le deuxième dans les 340. Voilà. Au total, ça fait près de 1000 pages. Alors, je rebondis sur Est-ce que vous pouvez résumer très brièvement la thèse du premier, là, du 5e Empire? Alors, ma thèse, c'est un constat, c'est-à-dire que nous avons l'impression de vivre dans une démocratie libérale et en réalité, pour résumer, nous sommes dans un ancien régime revisité. C'est-à-dire que la liberté individuelle, l'individu est de plus en plus opprimé dans une sorte de collectivisme, mais c'est un collectivisme qui est bien sûr inspiré en partie du communisme, mais qui n'est pas le communisme, qui est en réalité une espèce d'hybride entre le communisme et l'ancien régime. Alors bien entendu, de manière atténuée, il faut voir que par exemple, il y a de moins en moins de professions libres, les professions sont organisées, structurées, organisées en ordre, encadrées par des organisations de la direction du Trésor ou de la direction générale des finances publiques ou encore de l'inspection générale des finances, c'est-à-dire en réalité la botte de l'ENA. Donc ce mécanisme est assez intéressant parce que vivant en Allemagne, où je vis à Berlin, je n'ai pas la contrepartie de ce modèle en Allemagne. On ne peut pas dire que l'Allemagne soit un pays en ruine et elle n'a pas l'équivalent de ce système, car en réalité c'est un système. Et celui qui veut s'élever en France, un individu qui veut s'élever en France, doit passer obligatoirement par ces systèmes de cooptation, de certification, comment pourrait-on dire, de prise en main, de balisage, qui font que on peut venir de conditions modestes pour arriver aux plus hautes conditions, c'est possible, mais dans un cadre extrêmement balisé, alors que dans des pays plus libéraux, il faut appeler un chat, à quelqu'un d'entreprenant qui a du talent, qui veut faire quelque chose de sa vie, peut arriver sans passer par un système balisé, comme ça a été le cas, bon bien sûr comme c'est le cas des grandes réussites qu'on connaît aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Je dirais exactement la même chose que lui, c'est-à-dire que l'art contemporain, c'est l'art pris en main par l'appareil d'État à travers le ministère de la Culture. C'est-à-dire que, bon, j'ai une amie par exemple qui écrit sur l'art contemporain, peut-être connaissez-vous ses ouvrages, qui s'appelle Aude de Kéros. Et Aude de Kéros, qui est elle-même artiste, peintre, graveur de haute qualité, a constaté qu'elle était plus ou moins exclue, en tout cas, du marché de l'art. Elle est ce qu'elle appelle l'art caché, c'est-à-dire qu'elle a un réseau de relations qui lui permet de vendre ses œuvres, mais elle est exclue du marché fondamental ou essentiel de l'art, des grandes galeries, tout simplement parce que c'est le ministère de la Culture qui donne le ton. Et c'est ou bien on a la commande publique et on a aussi les galeries, les grands collectionneurs, la fondation Vuitton ou autre Bernard Arnault, Pinot, mais ça on ne peut l'avoir que si on est intégré dans la commande d'État. Et la commande d'État elle-même dépend de gens très curieux qu'on appelle les inspecteurs de la création. Ça a un côté un petit peu
je suis votre chef de bloc. Vous voyez, les inspecteurs de la création, je trouve ce terme qui fleure bon son stalinisme, je le trouve particulièrement... Pardon ? Très Philippe Muret, je trouve. Voilà, et ça donne un petit peu le ton de l'ensemble du système dans lequel nous vivons. Bon, ça c'est un... Tout à fait, je suis docteur. Et à ce niveau-là, vous estimez que nous avons basculé dans un état de non-droit. Tout à fait. En particulier pour l'individu, quoi. Tout à fait. Alors je l'explique. Hein, et vous donnez le fameux exemple d'une loi scélérate. Du 9 juillet 2010. Oui. Alors, voilà de quoi il s'agit. Si vous voulez, aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent des juges, quelquefois à raison, quelquefois à tort d'ailleurs, car je dirais, je veux pas apparaître comme un grand défenseur de la justice et des juges. Je sais que dans certains milieux c'est très mal vu, mais je connais bien la justice et les juges, y compris comme justiciable d'ailleurs, et je dois dire que s'il n'y avait pas une certaine sagesse chez les juges, on serait déjà dans un système totalitaire. Un de mes amis avocats me disait, vous savez, avec les lois que nous avons, si l'État avait les effectifs de la Stasi, on serait déjà en Allemagne de l'Est. C'est-à-dire que la seule chose qui fait que nous ne sommes pas dans une dictature à l'heure actuelle, ce que bien sûr les autorités actuelles contestées sur ce plan disent oh, non, on n'est pas dans une dictature, en réalité, si vous regardez les textes, je vais vous citer qu'un exemple. Imaginons un médecin, un avocat, un chef d'entreprise, un directeur commercial de société qui, horesco referens, emploie une femme de ménage au noir. Imaginons, c'est horrible. C'est un crime. Bon, ça n'existe pas, on est bien d'accord. Mais imaginons que ça existe. Eh bien, si on applique la loi, je dis bien la loi, celle qui est écrite dans les codes, dans toute sa rigueur, ça vaut pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, c'est le terme exact, article 8800 et quelques du Code du travail, car c'est un délit qui est dans le Code du travail et qui n'est pas dans le Code pénal. 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Ça, il y a peu de gens qui le savent, ou qui en sont conscients. Alors bien sûr, quand par hasard l'affaire arrive devant un juge, le juge est généralement un homme ou une femme, d'ailleurs à 70% une femme, de bon sens, et puis il va dire, bon, allez, 10 000 € d'amende. Qui emploie elle-même une femme. Ce qui est bien possible. Et il va dire, bon, allez, 10 000 € d'amende, allez, salut, et dégagez. Peut-être même avec sursis. Bon, au pire, si c'est la énième récidive, ça sera 3 mois sursis, et puis on ne veut plus vous voir. Mais si on appliquait les textes dans toute leur rigueur, ce serait carrément monstrueux. Et alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que ces textes ont le mérite, si je puis ainsi m'exprimer, ou le démérite, d'exister. Ce qui veut dire, pourquoi je dis non-droit par le droit, c'est que si on veut démolir une personne déterminée, on va lui trouver une infraction, parce que, alors, en plus, comme il y a 10 500 infractions pénales dans le monde des affaires, à peu près plus de 10 000 infractions, ça veut dire qu'il est extrêmement rare qu'un indépendant, notamment, puisque c'est ceux-là qu'il faut encadrer, qu'un indépendant ne commette pas une de ces infractions, y compris par hasard, sans l'avoir fait exprès, ou sans y avoir fait attention. Si, donc, on enquête, moi je me fais fort, avec une équipe payée le prix qu'il faut, de proposer à une chambre correctionnelle n'importe quel chef de PME, n'importe lequel. Il n'y a pratiquement pas de chef de PME qui pourrait échapper à une investigation absolument approfondie de la totalité de ce qu'il fait. Alors ça peut être qu'il n'aura pas mis à disposition de son personnel des vestiaires de la dimension qui convient, ou ça peut être que l'escalier de secours n'est pas conforme. Oui, mais tout ça sont des infractions pénales. Tout est pénal. Donc, si on veut trouver, on trouve. Alors, le non-droit par le droit, c'est très simple, et je m'arrêterai sur ce point. Ça veut dire que on peut pointer qui on veut, quand on veut, et où on veut, avec des causes ou des moyens strictement juridiques et incontestables. C'est-à-dire que, bien sûr, la personne pourra dire « mais attendez, personne n'est réprimé pour ça ». Non, mais attendez, on ne parle pas des autres, on parle de vous.
C'est ce qui est arrivé, par exemple, bon, je ne citerai pas le nom précis, mais c'est arrivé à un édile municipal très élevé à Lyon qui s'était trouvé compromis dans une histoire de pacte de corruption. Eh bien, il a dit au juge, qui a fait depuis une grande carrière, il a fini la Cour de cassation, il a dit au juge d'instruction, mais monsieur le juge, je vous fais amener par mes collaborateurs 2 mètres cubes de dossiers sur les mêmes types de pactes de corruption, et d'ailleurs, vous devriez aussi interroger le directeur de la compagnie des eaux, je ne sais pas laquelle, hein, je ne peux plus me souvenir de laquelle. Et il dit, mais monsieur, le juge d'instruction lui aurait répondu, mais monsieur, les infractions des autres ne m'intéressent pas, ce sont les vôtres qui m'intéressent. Point. Tout est dit. Alors vous avez ses défauts, comme tout le monde, comme tout un chacun. Vous avez observé que sur finalement quelque chose qui correspond à ce que fait tout le monde, ou presque, dans le milieu parlementaire, il s'est fait détruire en l'espace de 2 mois. Bon, c'était probablement pas un petit saint, mais on a pointé très précisément ce monsieur parce que je ne sais pas qui, hein, on voulait qu'il échoue, et on lui a trouvé ce qu'il fallait trouver pour qu'il ne puisse pas être un candidat heureux aux élections auxquelles il était candidat. Et ça, si vous voulez, pour moi, en tant que juriste, c'est la marque d'un système de non-droit. C'est-à-dire que le citoyen, quel qu'il soit élu, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit ce qu'on voudra, ou qu'il soit simple employé, il faut qu'il sache exactement ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et il faut qu'il sache que s'il respecte des règles morales et de vie, il ne risque pas de se retrouver dans une chambre correctionnelle ou pire. Or cette sécurité-là, la sécurité juridique, l'âme de la liberté, cette sécurité-là n'existe pas en France aujourd'hui.